Salut! Ça va? Ça va? Là, je viens de rencontrer Rose, peut-être qu'on allait dire bonjour. Ah, bah, bonjour. Enchanté. Rose? Moi, c'est Alpha. Bah, Yuri, enchanté. Je voulais savoir si vous voulez faire une petite marche, on va faire un petit tour. Ah, bah allez, pourquoi pas, ouais. On va aller? Alors, tu viens d'où? Tes origines? Moi, je suis de Jeju, de Lifu. Lifu, ouais. Lifu, métis, pas métis, métis la Grande Terre. Ah ouais. Bon, après, ça reste la Nouvelle-Calédonie. Je m'appelle Yuri. Je viens tout juste d'avoir 24 ans et je suis responsable dans le service Decathlon Pro. Sinon, je fais de la musique, je fais du rap. Donc j'ai sorti un album l'année dernière. Tout se passe bien, je suis en Calédonie, je suis très heureux. Moi, je m'appelle Alpha. Je suis service civique pour la ville de Nouméa à la Maison de la Biodiversité. Donc on fait de la sensibilisation sur l'environnement, tout ça. On va dire que c'est un peu une pause et normalement je suis censé reprendre mes études donc cette année pour ma rentrée septembre en master. Moi, c'est Rose. Je suis à la recherche d'emploi. Je viens d'arriver de Marais. Et puis, on verra après la crise si on trouve du travail avec la crise. Et j'ai 2 enfants, un garçon âgé de 6 ans et une fille âgée de 4 ans. Et vous, est-ce que vous avez des frères et sœurs, enfants, en couple, célibataires, mariés? Moi, j'ai un grand frère, 37 ans, et ma grande sœur, 33 ans. Donc ouais, il y a eu un petit décalage, ça a tardé pour m'avoir. Et d'ailleurs, je suis un bébé éprouvette, c'est-à-dire que mes parents n'ont pas eu de rapport pour m'avoir. Et mon père voulait avoir une fille aux yeux bleus. Il a eu un enfant aux yeux marrons. Mais ils sont contents finalement de m'avoir. Mais sinon, j'ai pas d'enfant. J'ai pas d'enfant, j'en veux pas. Pour l'instant, moi, ça m'effraie un peu. J'ai beaucoup de projets dans la musique notamment et dans ma carrière professionnelle. Et je pense qu'avoir des enfants, ça va me freiner. Et si je dois avoir des enfants, c'est pour leur donner tout ce qu'ils méritent. Moi, j'ai pas d'enfant. Je sais pas si j'ai envie d'avoir des enfants, surtout dans le monde actuel là, avec tout ce qui se passe et puis surtout tout ce qui se passe ici au pays. Je pense pas, enfin, je dirais pas que c'est un frein d'avoir des enfants, mais c'est vrai que c'est une bouche, ça reste une bouche. Et moi, j'ai grandi avec 5 sœurs. Au total, ma mère elle a eu 7 enfants, donc je sais ce que c'est que d'avoir des bouches à nourrir à la maison. Donc voilà quoi, je vais pas me presser pour avoir des enfants. Oui, c'est une lourde responsabilité. Et au vu de l'évolution du monde aujourd'hui, est-ce que tu as peur pour tes enfants, pour Oui. leur futur? Oui. J'ai peur qu'avec ce qui se passe en ce moment ici, que ça va arriver à, par exemple, du racisme. Parce que mes enfants sont noirs, on les pointera du doigt ou on va les interdire de faire des choses. Mais je fais tout pour que ça n'arrive pas. Leur apprendre à le vivre ensemble. Le quartier asiatique, là aussi c'est un quartier où je passe souvent. Je crois que tu as dû les voir aussi là. Les mecs saouls, les clochards. Je crois qu'il y a plus de clochards d'ailleurs aujourd'hui, depuis le 13 mai. Et puis aussi les dealers, ceux qui vendent du cannabis. Donc ouais, quand on est passé là, j'ai vu le parcours de tous les jours quoi, que je faisais quand j'allais prendre le car à la place Moselle.
Jehu, enfin Lifu, Jehu en langue. Et Jehu, enfin ma mère est originaire de Jehu et mon père, lui, il est originaire de la Grande Terre, donc à Poneriwan. Mais sinon, moi, je dirais que comme je suis né ici à Nouméa, donc j'ai grandi depuis petit ici, dans les quartiers, à Port-de-Fer, VDKRS, enfin voilà, j'ai grandi dans les quartiers et c'est pour ça que je me considère plus comme un Calédonien nouméen qui a grandi dans les quartiers, sur la capitale, que comme quelqu'un de Lifu ou quelqu'un de Poneriwan, quoi. En plus, je sais même pas parler les deux langues, donc... Non, mais t'aimerais bien apprendre tes langues. Ah oui, j'ai téléchargé la fameuse application là pour essayer d'apprendre parce que c'est vrai que plus je grandis, plus je vois que c'est important quoi d'apprendre la langue, de savoir comment on dit telle chose, parce que des fois les tantes quand elles viennent jouer au bingo à la maison, tu t'entends, tu dis oui, mais en fait tu comprends pas du tout ce qu'ils disent en fait. Du coup, plus tu grandis, plus tu te rends compte que c'est important quoi de connaître sa langue, parce que connaître sa langue c'est aussi un peu savoir d'où on vient. Savoir ses racines, quoi. Ma mère était française, elle est toujours française. Hein. Et mon père, il était polonais. Et en fait, ils se sont rencontrés en France et mon père avait vraiment ce désir de quitter au plus vite l'Europe. Il a tout quitté, il a quitté sa famille et tout ce qu'il avait. Il s'est logé ici il y a au moins 30 ans, je dirais. Donc moi, je suis né ici. Je suis né ici pour mon enfance. Comme mon père était gardien de prison et ma mère travaillait beaucoup de nuit au CHS Gaston Bourré, elle ne pouvait pas vraiment s'occuper de moi parce qu'il dormait la journée et travaillait la nuit. Donc j'avais une nounou mélanésienne. Du coup, c'était une super expérience pour moi. Vraiment ce partage, ce respect, l'humilité. Moi, je suis très friand de la culture mélanésienne. On m'a appris beaucoup de valeurs. Après, c'est vrai qu'en grandissant au collège, je suis tombé un peu dénu. Parce que c'est là qu'on se rend compte en fait le monde n'est pas tout blanc, tout rose et qu'il y avait un peu de racisme de part et d'autre. Et je me suis rendu compte du monde dans lequel on évolue. Hein. Alors moi, mon papa, il est de Marais et ma maman de Marais. Et la maman de mon papa, c'est une japonaise. D'accord. Donc papa, maman, Marais. Papa, maman, Marais. D'accord. C'est quelle tribu, pardon? Moi, c'est Ting et Ting. Wakwa, le monde à l'envers, entre parenthèses. D'accord. C'est des mythes. Ils disent que à Marais, les gens de la tribu de Wakwa, ils marchent à l'envers. C'est le monde à l'envers. En fait, c'est parce que, par exemple, des fois, on fait des choses, mais on ne se rend pas compte qu'on fait les choses dans le mauvais sens. Au lieu de mettre la salade avant, les plats chauds, et on va mettre les plats chauds puis l'entrée à la fin, quoi. Voilà, la tribu de Wakwa, c'est un peu considéré comme le monde à l'envers. Les enfants, ils ont grandi à Marais, ils n'ont pas grandi sur Nouméa. Ils ne savaient pas c'était quoi des jouets de camion ou rien que des poupées. Ils ne savent pas c'est quoi. Ils ont grandi en jouant sur les arbres, en donnant à manger aux cochons, en faisant le travail en fait. À Marais, on vivait que du champ. On mangeait ce qu'on cultivait. Donc tu pars de base, tu ne cultives pas, tu ne manges pas. Donc il fallait faire un champ de légumes, un champ pour se nourrir. Après, quand tu arrives ici à Nouméa, c'est gros changement. Tu viens de l'optique de trouver du travail, c'est un mode de vie différent, quoi. Ouais, mais il faut vraiment s'adapter, quoi. C'est la sortie là-bas, il y a le... Ah, ok. Ah ouais. Par contre, moi, je suis pas allé dans un marché depuis... T'as vu, genre juste l'odeur de produits et tout. Regarde la forme du concombre. Ça, c'est... C'est une courgette. C'est une courgette. C'est une concombre en haut. Mais alors, On va faire un débat sur le courgette concombre. il manque sabot. On est venu tout piller, les gars. À partir du moment où on est arrivé au marché, ça c'est là que j'allais pour acheter les... Comme je voyais qu'il y avait des fruits qui étaient pas chers, j'en profitais pour venir. Comme il y avait les invendus en fait, les tomates qui sont pas assez rondes, les carottes qui sont pourries.
Je me souviens que je venais souvent pour voilà quoi, venir à la petite récolte. Être calédonien, c'est partager des traditions, des coutumes. En fait, j'ai envie de dire, c'est être kanak parce que pour moi, c'est la citation de Pierre Declercq, qui est un indépendantiste. Il avait dit, c'est l'appartenance psychologique à un peuple qui fait le peuple. Je pense que c'est ça ce qui fait qu'on est calédonien. Enfin, calédonien, genre la personne qui vit ici, quoi, au pays, sur le caillou. Genre pour moi, toi, t'es un kanak. Rose, c'est une kanak. Enfin, on est tous des kanaks, quoi. Genre, du moment que tu partages une histoire commune. Pour moi, être calédonien, c'est pas une question d'ethnie, mais c'est une question d'être acteur du développement du pays. À partir du moment où vous voulez développer le pays dans n'importe quel domaine, bah vous êtes un calédonien. Si vous avez l'amour du pays, l'amour des peuples qui sont dans ce pays, vous êtes calédonien. Voilà, si ma mère elle est française, mais je vais en France, j'y vais juste pour faire des vacances, etc., que j'ai aucune envie de développer la France, bah, je vais pas me sentir français. Je suis français parce que je parle la langue, mais je me sens pas français, je me sens calédonien. J'ai envie de développer le pays. Si on aime le pays, comment on ne peut pas mais l'aimer profondément. Je dis pas devenir on a des plages magnifiques, on est cool, on est au petit paradis. Ça y est, je suis calédonien. Ah non, c'est de comprendre les peuples qui vivent, comprendre l'histoire du pays et comment demain on peut avancer ensemble aussi. Pour moi, c'est quand tu as grandi dans les traditions, quand tu as marché sur les pas de tes parents, quand tu acceptes dans ton cœur qu'ici, il y a eu un peuple premier et que voilà, tu veux t'investir pour élever le pays, pour aider ton prochain qui est kanak. Voilà, Enfin, moi, je pense que c'est comme ça. Pour toi, c'est quoi la différence entre genre moi qui vis à Nouméa et un cousin à toi qui vit à Marais, quoi, à la tribu? La différence, c'est que à Marais, quelqu'un qui a vécu en tribu, il est plus zen, on va dire, dans la tête, sans prise de tête, sans... tu vois. On a notre façon d'être. Par exemple, voilà, on fait du pouce dans les îles parce que c'est quelque chose qu'on a grandi avec. Voilà, tu sors, tu fais du pouce, il y a quelqu'un qui passe, tu te récupères. Tu viens ici, tu fais du pouce. Ça dépend des personnes. Il y en a qui sont bienveillants, qui vont bien vouloir s'arrêter. Il y en a d'autres qui vont passer parce que peut-être c'est un manque de sécurité ici, qu'ils ont peur aussi. Il y a aussi le style vestimentaire, il y a beaucoup de choses en fait qui... Ça rejoint un peu les préjugés que les gens ils ont. Voilà, ils te pointent du doigt. Moi, parce qu'une fois j'étais allé à Ponériouin, une fois très lointaine. Et c'est vrai que j'ai vu c'est là qu'on voit un peu la différence de mentalité. Genre au nord, les gens ils sont plus, ils ont plus cette facilité à dire bonjour, comme tu as dit, mais aussi à aider. Genre, soit ils vont klaxonner, soit ils vont s'arrêter carrément pour demander tu vas où? Je vais au magasin de la tribu. Ah ben monte alors. Il y a plus je pense qu'il y a plus cette solidarité au nord et aux îles comparé à ici sur Nouméa où voilà il y a la vie de tous les jours où genre moi je vais
penser à ce que je vais manger ce soir. Enfin, genre, je vais aller faire les courses. Enfin, c'est... Ici, je crois, on est plus... on va un peu vite, quoi, je trouve, sur Nouméa. Ça rejoint aussi ce que je disais par rapport à la mentalité. Genre, la mentalité occidentale, il y a l'objectif de réussir, alors que, par exemple, chez les Océaniens, faire le chant, enfin, rester à la tribu, quoi, c'est pas un échec, quoi. Alors qu'aujourd'hui, on voit bien que les jeunes, ils se disent, est-ce que je réussis si je rentre à la tribu, quoi. Genre, les gens, ils disent, ah non, mais il est rentré à la tribu, il a arrêté de travailler, mais il y a un peu cette impression que parce que tu retournes en tribu, Que t'as échoué. t'as raté ta vie, quoi. Alors C'est qu'en ça. fait, c'est juste qu'il y a deux mentalités différentes. Pour moi, les jeunes qui sont en tribu, etc., c'est un mode de vie communautaire, de perpétualité. On va essayer de faire vivre les traditions, alors que nous, les jeunes de Nouméa, c'est individualiste. On veut faire des études, on veut avoir plus d'argent, plus de ceci. On pense à nous, quoi. Seulement à nous en tant que personne, et on pense plus à nous en tant que communauté. Et vous voyez le grand bâtiment qui est là, là? Et bien ça, avant, le frère de mon père, enfin, mon papa coutumier, et ben c'est lui qui habitait là. Ah, le bâtiment juste là, là? Oui, avant c'était un grand château, tu vois. C'était un grand château et c'était un milliardaire et sa femme qui habitait là. Et lui, du coup, il était gardien de leur maison. Comme les deux, ils voyageaient beaucoup, hein. Ils avaient des sociétés en Australie et tout. Et du coup, lui, il était gardien. Et nous, on a grandi là. C'était un immense château et nous, notre maison, elle était au fond là-bas. Avant, mon papa coutumier, il était gardien sur ce lieu. On a grandi dedans, on a fait beaucoup de choses. Ce qu'il y avait avant, il y avait beaucoup de verdure avant. On avait des arbres fruitiers sur le terrain, on avait des grenadines, des pieds de manguier, on avait beaucoup de choses. On avait des balançoires. Et maintenant, quand tu passes devant, il n'y a plus de verdure, plus du tout de verdure. C'est un bâtiment qui est construit à la place de ce qu'on avait avant. Ils ont construit le consulat de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande. Et je me demande souvent si ces personnes qui travaillent dedans, est-ce qu'ils savent qu'avant que ça soit leur lieu de travail, est-ce qu'ils savent qu'avant il y a eu une vie, il y a eu beaucoup de choses en fait sur ce lieu-là. Du coup, Alpha, est-ce que tu penses qu'on est en retard par rapport à certaines thématiques en Alors, Nouvelle-Calédonie ? Je sais pas si on peut dire qu'on est en retard parce que, il y a le mode de vie, il y a la mentalité océanienne. Et c'est vrai que chez nous, il y a certains sujets, j'en discutais avec Rose, qui sont tabous. Par exemple, les menstruations. Et puis aussi d'autres sujets comme les violences intrafamiliales, le sexe même en général. C'est un sujet tabou. Voilà, même s'il y a les réseaux sociaux, même s'il y a les films américains, enfin ce genre, la mondialisation, quoi, tout ça. Même s'il y a tout ça, je pense que il y a encore des freins qui sont chez nous. Est-ce que c'est facile d'exprimer ta sexualité avec tes proches ? Franchement, non. C'est pas... Même si dans ma famille, même si ma mère, elle est très, très ouverte d'esprit, je dirais que ma mère, on va dire qu'on a été un peu préservé de la coutume et tout. Et du coup, on pouvait s'exprimer librement et tout sur notre sexualité et tout. Surtout qu'elle nous a parlé des MST, des IST, enfin tout ce qui tourne autour du sexe et tout. Et sinon, dans la vie de tous les jours avec les amis, non. C'est juste après, des fois, j'ai des réactions. Il y a des gens, surtout les gens de chez nous, quand je vais dire, par exemple, masturbation, ce genre de trucs, ça choque, quoi. Sur le coup, ça choque, surtout les gens de chez nous, quoi. C'est pas un truc qu'on va crier sur tous les toits, quoi. Donc, c'est juste après, des fois, je vais mettre un filtre, quoi, pour pas choquer les gens.
Par exemple, quand je vois quelqu'un qui vient de la tribu, un jeune de Jehu, par exemple, je sais que lui, il n'a pas grandi à Nouméa, là où on regarde beaucoup de films et tout. Je sais que lui, il a grandi en tribu et il y a des sujets qui sont encore plus tabous là-bas. Du coup, je vais me retenir de dire certaines choses, quoi. Bref, des bons sujets à parler sous les tropiques, quoi, finalement. Ouais, assis là. Non, mais comme quoi, on a un beau pays, hein, franchement. On a un beau pays. Ah bah oui. Je sais pas si vous connaissez cet arbre-là, là. De quoi? Ça s'appelle le faux mongui. Ah voilà, il y en a un Ah deuxième, oui, là. mais ça se mange pas, ça. Ah oui, en fait, c'est mortel. Oui, c'est vrai. Je crois qu'on appelle ça, à Tahiti, ils disent arbre à suicide. Trouve-le à vous. Non. Ouais, vas-y, essaye. Non, mais c'est vrai parce que 2 amandes de ça, là, ça peut te tuer. Hein. Ah ouais? Ça suffit à tuer une personne, en fait. Bon, en fait, on le crie plus quand c'est une nouvelle conquête ou que c'est un coup d'un soir, mais après que quand c'est sérieux, je trouve que ça devient malsain. Je vais pas parler de mes relations avec quelqu'un, avec ma compagne, quoi. Mais c'est vrai que, si ça s'est produit une fois avec une fille dans un bar, tu vas en parler à tes potes, etc. Sinon, ma vie sexuelle avec ma compagne actuellement, tout se passe bien, quoi. Je suis comblé, on s'écoute, c'est beaucoup de communication en fait, la vie sexuelle. Il faut écouter les besoins des autres, qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce qu'on a mal fait, pour avoir peur de dire les choses, quoi. C'est vrai, je pense chez nous aussi, dans la communauté océanienne, c'est vrai, il n'y a pas vraiment cette communication, je crois, hein. Je sais pas si Rose pourra compléter, mais il n'y a pas cette communication, par exemple, au moment de l'acte. Et par exemple, il n'y a pas est-ce que je te fais mal, je ne sais pas s'il y a cette communication peut-être, hein, Rose. Après, ça dépend vraiment sur quelle personne t'es tombée. C'est ce que j'ai appris aujourd'hui dans ma nouvelle relation. De communiquer, de parler, de savoir écouter l'autre, même dans des relations comme ça. Mais c'est encore un sujet qui est dans les... partout, je pense, qui est tabou chez la femme et chez l'homme. L'homme va prendre le dessus, je veux dire, pour parler de ces choses qu'il a envie de faire avec sa partenaire, mais la femme, elle va accepter parce que c'est son homme. Enfin, j'en ai connu des situations comme ça, elle va accepter certaines choses qu'au fond d'elle, elle veut pas, mais qu'elle va le faire parce que c'est son homme. Voilà. Ok. Enfin, c'est un sujet qui est vraiment tabou, qui est vraiment, vraiment fermé. Mais c'est vrai que moi, il y a une amie qui m'avait raconté une fois que elle était avec son copain et au moment de faire l'acte, en fait, il n'était pas violent, mais après je vais pas dire c'est naturel, mais c'est du sexe, quoi. Le truc, c'est qu'elle a mal vécu, elle m'a dit qu'elle avait mal et qu'elle lui a dit que ça lui faisait mal. Et lui, il a continué, quoi, parce que limite, il n'entendait pas ce qu'elle disait, quoi. Et du coup, moi, quand elle m'a raconté ça, j'ai dit, mais attends, mais là, t'es en train de me dire qu'il t'a forcé. J'ai pas dit violé parce que je voulais pas trop la choquer, quoi. Mais quand elle m'a répondu, non, mais c'est normal, c'est mon copain, quoi. Puis moi, j'ai écouté ça, j'ai dit, ben Angin, c'est chaud, quoi. J'ai entendu ça, j'ai fait, ben Angin, c'est là qu'on voit aussi peut-être que nos coutumiers aussi, ils ont du travail à faire, quoi, sur ça, sur les gens de chez nous, quoi, par rapport à la prévention, la formation, ce genre de trucs, quoi, pour justement faire avancer les mentalités, pour que, voilà, quoi, sexuellement, ce soit sain, quoi, de notre côté, vraiment. C'est vrai que l'homosexualité, c'est un sujet. Les gens, tout le monde connaît Naomi Campbell H, par exemple. Nigai, tout le monde connaît Nigai. C'est une femme transgenre. Je trouve qu'en vrai,
c'est un peu paradoxal parce que d'un côté, les gens, tout le monde, les rérés, chez nous, tout le monde, les rérés, les efféminés, je dirais que c'est accepté quoi, dans la mentalité océanienne, chez les Wallisiens, chez nous. Je sais pas après c'était comment avant l'arrivée des Occidentaux et tout, mais c'est vrai que je dirais que ici chez nous, il y a, je sais pas si c'est le soleil ou c'est les boîtes de nuit ou la fête, mais je trouve qu'il y a quand même cette acceptation, on va dire, officielle. Et après, on voit que dans les foyers, il y a encore quand même des petites problématiques, genre difficulté des parents d'assumer, difficulté de la famille, parce que justement, voilà, il y a la peur du jugement, la peur des critiques, la peur de « Ah, mais qu'est-ce que la famille va penser? Qu'est-ce que la tribu va penser ?» Surtout par rapport aux traditions, à la coutume. Je pense que c'est encore un peu tabou, ce sujet-là aussi. J'avais vu qu'il y avait le fils d'un grand chef qui avait fait sa transition, mais il voulait faire un reportage et ils n'ont pas pu diffuser parce que justement le grand chef avait fait les démarches, il avait dit non, vous ne faites pas diffuser ça, là, je ne veux pas avoir quelqu'un de mon sang passer à la télé et passer pour un PD. C'est vraiment des choses comme ça quoi, qui font qu'on est peut-être aussi en retard de ce côté-là. Ouais. C'est son identité aussi au niveau... Voilà, les questions de ça, la psychologie, le fait de se sentir soit homme, femme ou transgenre, ces trucs c'est encore un peu tabou, c'est nouveau en vrai chez nous. Je dirais pas que je suis hétéro à 100%, mais moi je m'identifie plus, les gens savent pas par exemple ce que c'est qu'un pansexuel. Genre le fait de pas aimer le sexe de la personne, mais aimer sa personnalité, qui elle est que tu te sens connecté, ce genre de choses quoi. Je trouve il y a des sujets comme ça qui sont pas assez connus et c'est là qu'on voit qu'il y a aussi un problème de communication, comme tu disais. Problème de communication, essayer de faire de la prévention, ce genre de choses quoi. Il y a encore du travail à faire, je pense. On est dans une société où actuellement on nous dit qu'il faut qu'on soit des hommes forts, faut laisser ses pensées de côté. Et en fait on se retrouve avec plein de suicides sur les bras quoi, parce qu'on n'écoute pas les uns et les autres. Et après, si c'est pas un suicide, c'est l'addiction. Je pense que déjà les gens ne savent même plus c'est quoi le mot addiction, on est dans un déni. C'est-à-dire que les gens, pour eux, boire un verre d'alcool par jour, ils sont pas addicts à l'alcool. Et pareil pour le cannabis ou autre, alors qu'en fait si. Ils sont même pas capables de comprendre les dégâts que ça fait sur leur corps. Pourquoi il y a autant d'addictions, c'est des non-dits, des gens qui sont mal dans leur peau, qui s'échappent dans des substances. Et aujourd'hui, on a vraiment un taux d'alcoolique, qui est incroyable. Les gens, ils savent même plus boire. Pour moi, c'est un sujet assez compliqué parce que j'ai grandi avec beaucoup de gens un peu perdus dans leur vie. Et on parle d'alcool, on parle de cannabis, mais il y a tellement de substances. Et on a beaucoup de gens qui font des dépressions, on leur prescrit des antidépresseurs, des benzos, beaucoup de médicaments. Et en fait, on n'est même pas au courant de ce que ça fait sur le corps. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un sevrage de médicaments, mais c'est vraiment la chose la plus horrible que vous pouvez faire. Et en fait, j'ai grandi avec beaucoup de jeunes qui étaient perdus. Alors, la plupart de mes amis, ils n'ont pas de parents. Ils ont grandi seuls, ils ont été recueillis. Soit ils ont grandi après dans la rue, soit ils ont des gros problèmes familiaux. Et en fait, ils se sont retrouvés perdus, sans ambition. On ne peut pas les blâmer. Moi, j'ai vu énormément d'amis qui sont pas revenus de leur combat. Donc, je pense qu'il faut qu'on communique plus entre nous, il faut mettre plus de dispositifs d'aide. Je sais je sais pas la finalité, mais... Moi, je bois souvent aussi. C'est vrai que c'est un souci chez nous, les Kanaks aussi. Quand on voit les accidents de la route, moi, quand j'entends que c'est des gens de chez nous, moi, j'ai des proches qui m'ont raconté ce qui s'est passé et tout. Ça fait mal au cœur, quoi. Et surtout quand on voit que nos élus instrumentalisent un peu le truc et disent
que ah mais l'alcool c'est l'arme de destruction coloniale, machin. Enfin, tu dis mais toi t'as foutu quoi? Enfin, t'as envie de te dire mais qu'est-ce que vous avez fait dans les politiques publiques pour justement lutter contre ça parce que c'est pas un problème récent quoi. Ce serait bien de prendre le mal à la racine, genre dès petits à l'école, tu vois. Mais le truc, c'est qu'après, les enfants, quand ils sortent de l'école, ils rentrent à la maison, ils voient papa, maman, genre moi, ma mère qui était cavatée, enfin qui était saoule aussi, qui buvait. Du coup, ça fait un peu. T'as deux. Je sais pas comment on dit, deux ambiances. Voilà, deux ambiances. Et tu sais pas si. Enfin, tu te dis, mais c'est quoi, du coup, la bonne façon de penser? Enfin. Il y a plus de violence aussi avec l'alcool. On parle d'alcool, mais voilà, avec toutes les substances. Mais ici, c'est vraiment l'alcool qui ressort le plus. Un père de famille qui boit, la femme à la maison avec les enfants, le père qui rentre et qui tape la femme devant les enfants. Ça fait partie de l'histoire de chacun. On a tous vu ça chez nous. Un homme qui lève la main sur une femme. Et c'est vraiment un sujet qui me touche beaucoup. Pourquoi c'est un sujet tabou? La femme, peut-être en métropole ou peut-être en France, elle est mieux valorisée qu'ici au pays. C'est vrai qu'ici, après, comme on est un petit pays, la femme qui voudra briser le silence, elle se braque déjà parce qu'elle a peur que tout le monde sache que c'est elle qui a appelé, par exemple, la police. Ou tu vois, elle ne sait pas où est-ce qu'elle va aller vivre après. Elle ne sait pas si elle et ses enfants seront en sécurité après, une fois qu'elle aura parlé. S'il y a bien quelque chose que j'aimerais tout donner, c'est un projet que je porte vraiment à cœur sur les enfants et sur les femmes. La femme, elle a une grande valeur. La femme, aujourd'hui, elle est toujours en bas. Ça, on est tous acteurs, je pense, aussi pour essayer de revaloriser la femme et changer nos comportements aussi, parce que c'est à nous, en tant que jeunes, de plus reproduire les schémas qu'on a vus chez nos parents ou les tatis, etc. Et c'est vrai que moi, ça me fait mal de fois de revoir des comportements abusifs chez nous, les jeunes, où on est là, mais on n'a pas compris, en fait. Est-ce que ça nous a fait plaisir de voir nos parents comme ça, ou nos frères et sœurs? Mais moi, j'aimerais bien parler aussi de la reproduction sociale dans le milieu un peu social, genre en mode dans le milieu social, quoi. Genre, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai grandi dans les quartiers et c'est vrai que ma mère, elle est femme de ménage. Je pense qu'elle s'est, un peu comme toi, Rose, elle s'est un peu sacrifiée aussi. Enfin, pas sacrifiée, j'aime pas dire ça, hein, mais voilà, elle a tout donné pour nous, pour que justement on ait un bon avenir. Moi, je suis fier de son travail. Pour moi, il n'y a pas de sous-métier ou quoi que ce soit. Enfin, c'est pour moi, ma mère, voilà, je suis fier d'elle et tout, je suis fier de son métier. Et genre, ma mère, elle a tout mis en place pour que justement on puisse, dans ma famille, essayer de monter, je sais pas comment ça s'appelle, l'ascenseur social ou un truc comme ça, l'échelle sociale. Enfin, essayer de faire mieux, d'avoir une meilleure vie pour justement sortir un peu du quartier, quoi, de la zone, de la cité un peu. Enfin, quand je rentre dans mon quartier, là, je vais voir, par exemple, il y a des filles que je connais qui ont arrêté l'école et tout. Elles font, fait babysitter comme ça à maman et tout. Quand je vois ça, moi, ça me fait un peu mal, quoi, parce que la plupart, c'est des Kanaks, quoi. C'est des Océaniens. Du coup, tu vois ça, tu te dis, mais c'est décourageant, quoi, de voir à quel point les gens de chez nous, ici, en Nouvelle-Calédonie, on est un peu les moins privilégiés, on va dire ça comme ça. Du coup, pour moi, c'est vrai, c'est la lutte, en fait. Enfin, c'est la lutte. Pour moi, la lutte, c'est aussi ça, d'un côté. C'est la lutte
à l'école, la lutte avec l'écriture, par exemple, Yuri, la lutte pour essayer de s'élever, enfin essayer d'avoir une meilleure vie et puis voilà quoi, avoir une bonne vie quoi. Je sais pas si vous vous identifiez aussi à ça. Après ça dépend du milieu quoi, là on a grandi je pense. Mon père, il l'a dit, hein, il a fait 30 ans un métier qu'il a détesté, juste pour avoir un salaire et nous aider aujourd'hui. Mais sauf qu'aujourd'hui, il me dit, toi, fais quelque chose que tu aimes. Nous, on a fait ça pour vous, mais toi, aujourd'hui, on t'a donné toutes les cartes pour que toi, ton futur soit meilleur. De sentir que finalement, que l'on est, bah, on a tous eu des souffrances, on a tous eu beaucoup de problèmes et on évolue comme on peut avec ce qu'on nous a donné. Et on essaye de sortir de ce cycle. Il n'y a pas ce destin commun en fait. Ouais, il est là, mais il n'y a pas. Mais le destin commun, je sais pas. Pour moi, on apprenait. On est ensemble, mais en fait, on n'a jamais écouté le prochain. Il y en a plein qui sont venus ici, qui sont jamais allés dans le nord, dans les tribus pour écouter et comprendre les cultures des locaux. Mais inversement, il y en a plein qui n'ont pas voulu se mélanger et comprendre les gens qui venaient d'ailleurs. Je pense que c'est un problème de communication qu'on a dans le pays. C'est un problème de communication. Il n'y a personne qui écoute personne. Ouais. C'est pour ça rejoint un peu ce que Jeanne, je ne sais pas si vous connaissez, Jeanne Dupont. Non. Elle avait dit quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Elle avait dit, avant de se reconnaître, de reconnaître l'autre, il faut aussi se connaître soi. Je pense que ça c'est important en Calédonie de bien savoir c'est quoi un Calédonien ou genre c'est quoi un Kanak. C'est je crois que c'était Pierre Declercq qui avait dit que c'est aussi psychologique quoi. Et ça je pense que les gens ils l'ont oublié un peu aujourd'hui. Il y a quand même une petite différence. Bonjour. Bonjour. Allez, ça va? Ça va, bonne journée. Bon après-midi. Merci. La jeunesse, je la vois comme une jeunesse qui pouvait porter le pays vraiment avec beaucoup de choses positives. Il y a énormément de jeunes qui ont quitté le pays, quitté leurs parents, leurs familles pour faire des études, pour aller jusqu'en master, faire des années en métropole, pour revenir ici, pour pouvoir avoir un poste de travail et du coup faire avancer l'économie du pays, apporter quelque chose à leurs parents, rendre fiers leurs parents. Aujourd'hui, après les émeutes, la jeunesse, elle a fait entendre sa voix par rapport à politiquement, en fait. Et la jeunesse, aujourd'hui, je trouve qu'on pointe vraiment du doigt la jeunesse. On entend souvent maintenant depuis les émeutes, oui, les jeunes, ils ont cassé ça, oui, les jeunes, ils ont brûlé ça, oui, les jeunes, ils ont volé, ils ont fait telle et telle chose, mais pourquoi ces jeunes-là, ils ont fait ça? Si on part d'un point de vue un peu plus positif, le 13 mai, moi je dirais que les jeunes, ils se sont exprimés aussi parce que, d'un côté, on se sent concerné, quoi. Du coup, c'est pas pour dire que je suis content que les gens ont foutu le bordel, que les jeunes ont foutu le bordel, mais quelque part, c'est rassurant parce que ça veut dire qu'on se sent calédonien, ça... Et puis c'est un peu l'identité. L'identité, ouais. C'est ce qui fait qu'on est unique, quoi, je trouve. Là, quand je parle avec les jeunes d'aujourd'hui, bon, j'ai 24 ans, je suis quand même jeune, mais quand je regarde un peu les ambitions des gens de 17-18 ans, je sais pas c'est quoi leur objectif, en fait. Je sais pas c'est quoi leur objectif. Je sais pas s'ils en ont réellement, je sais pas.
Même moi, je sais même pas c'est quoi la solution pour demain, quoi, en fait. Après, quelque chose que je sors de positif quand même des émeutes, c'est que beaucoup, déjà moi, premièrement, beaucoup de jeunes ont appris leurs droits. Et ça, c'est quelque chose que, par exemple, avant, moi, je ne savais pas des droits, je ne savais pas que j'avais des droits sur telle et telle chose. Que pendant les émeutes, eh ben, on a appris qu'on a le droit de faire ça, que les lois aussi, il y a beaucoup de ça qui sont ressortis pendant les émeutes et que beaucoup de jeunes maintenant connaissent leurs droits et savent à peu près les lois qu'on a appris pendant les émeutes. Je ne pensais pas que j'allais vivre ça un jour, que j'allais voir de mes propres yeux ça. Et c'est une histoire que je raconterai à mes enfants plus tard. Je me suis beaucoup remis en question dans qu'est-ce que c'est être kanak, qu'est-ce que c'est vraiment être citoyen calédonien, enfin, toutes ces notions que je m'en foutais avant le 13 mai. C'est pour ça quand tu dis que le 13 mai, d'un côté, ça a aussi fait que les jeunes se sont plus intéressés à leur histoire. Genre moi, j'ai commencé après à m'intéresser à c'était quoi, enfin qu'est-ce qui s'est passé exactement. J'ai commencé à creuser encore plus parce qu'au début à l'université, c'était juste un cours, mais je dis pas que je m'en foutais, mais c'est l'histoire, quoi, l'histoire. Du coup, ouais, j'ai commencé à plus m'intéresser à l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. On apprend les rois et l'histoire de France, mais qu'ici au pays, eh ben, on n'apprend pas l'histoire du pays dans notre jeune âge, à l'école, en maternelle, en primaire, au collège. On parle tout le temps de l'histoire de France, mais d'ici, ils vont en parler, mais vraiment en bref sujet, quoi. C'est pas vraiment rentrer dedans, quoi, pour bien expliquer les choses. Et je trouve ça vraiment dommage. Du coup, ce qui a fait que le 13 mai, ça a vraiment éclaté. Après, c'est vrai que c'est là aussi, d'un côté, qu'on a vu un autre visage de la jeunesse calédonienne. Moi, les conséquences, elles ont été multiples. Déjà, on va parler de mon travail. Decathlon a brûlé. Donc, je travaillais là-bas comme 45 employés. Et malheureusement, on avait une majorité de Mélanésiens, etc. Comme quoi, ça a touché tout le monde, en fait. Hein. Il y en a beaucoup aussi d'indépendantistes qui sont dans des Decathlon. C'est pour ça, pour moi, je cautionne pas forcément tout. Donc voilà, forcément, j'ai perdu mon travail sur le moment. Sinon, au niveau des projets, bien évidemment, je faisais des showcases avec la musique. J'avais des aides pour mes projets, donc là, j'ai plus les aides puisqu'on n'a plus de budget. Les showcases, on les fait plus non plus parce que les entreprises n'ont plus de budget. Donc oui, j'ai été affecté sur à peu près tous les points. Mais je pense qu'on a tous été affectés, en fait. Et puis sinon, personnellement, c'est vrai que le 13 mai, ça m'a vraiment... ça fait ressortir un peu le mauvais chez moi. Parce que comme on était bloqués, c'est bien parce qu'il y avait la solidarité entre les étudiants au campus. Du coup, il y avait les gens des squats de Nouville qui venaient, ils préparaient des marmites. Enfin, il y avait cette solidarité océanienne-là, ce vivre ensemble-là. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, moi, avec d'autres jeunes, on a passé le barrage, on a fait du stop. C'était pour aller voir quelle grande surface était ouverte, en fait, dans Nouméa. Et on a vu qu'il y avait un Corail Drive, celui de Vallée du Tir, qui était pillé par les gens. Et du coup, on s'est servi, quoi, nous aussi. Mais le 13 mai, maintenant, c'est une date qui est marquée pour tout le monde ici. Ça s'appelle langue de belle-mère. Langue de belle-mère. Ouais, je me demande pas pourquoi ça s'appelle ça comme aux ça. belles-mères. Je sais pas. Mais je crois que c'est médicament. Non, on m'a dit c'est médicament. Sur le long terme, c'est vrai que j'ai quand même cette envie de quitter le pays au bout d'un moment, peut-être dans 2 ans, 2-3 ans, et de plus voyager. Et j'ai beaucoup aimé l'Allemagne, les pays de l'Est, et j'ai vu qu'en fait c'était plus accessible que je le pensais. Tout le monde parle anglais, on parle pas allemand à Berlin, quoi. Et j'ai mon pote qui habite là-bas, et c'est vrai qu'il me donne bien envie. En fait, c'est dynamique, il y a beaucoup de projets. J'ai peur qu'ici, à long terme, je puisse pas faire tout ce que je souhaite. Surtout que moi, mon art, il est un peu de niche.
Je sais pas, rien que l'atmosphère dans le pays, ça me donne envie de partir. Mais du coup, je sais pas si j'ai envie de partir pour avoir le stress des examens ou genre partir pour découvrir d'autres cultures, un autre pays pour voilà quoi, juste voyager, voir autre chose. Parce que je pense que ça va, quand je reçois les témoignages surtout de mes sœurs qui sont parties en France, ça leur a ouvert vraiment, il y a des trucs qu'elles se disaient pas, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais je dirais qu'elles se sont plus senties calédoniennes au moment où elles sont allées en France. C'est ici que je suis né, du coup je pense pas que j'aurais envie de partir pour plus jamais revenir. Donc en vrai, je me revois venir ici, travailler ici, continuer d'aider ma famille, et puis pourquoi pas essayer de refaire les repas qu'on faisait avant, avec plus de bouffe cette fois. Enfin voilà quoi, en étant plus mieux quoi, en ayant grandi, en ayant évolué ici au pays. J'ai envie forcément de finir ma vie ici. Je vais revenir ici. Chez moi, c'est ici. Je suis heureux des traditions qui s'imprègnent dans ces terres. Hein. Pour moi, les traditions mélanésiennes, elles sont incroyables. Respect, humilité, etc. Partage, terre de parole, terre de partage. Il y avait une semaine de ça, j'étais en train de parler avec une tantine en fait, et on parlait de ça, du pays. Et elle m'a dit, souvent on dit que la terre, c'est chez nous, quoi. La terre, elle est à nous. Mais elle m'avait dit, la terre ne nous appartient pas, mais c'est nous qui appartenons à la terre. Qu'est-ce qu'on espère pour l'île à l'avenir? Une vraie terre de parole et une vraie terre de partage, et que nos enfants grandissent ensemble aux multiples visages, aux multiples couleurs, et qui se bouffent d'amour ensemble. Ok. Beaucoup d'amour. Faites l'amour, pas la guerre. Beaucoup de paix et vivre ensemble. Moi, la même chose que Rose, le vivre ensemble, et puis que nos élus, surtout nos élus qui nous sortent de là, quoi. Qu'ils arrivent à trouver un accord pour qu'on puisse créer une vraie société calédonienne, quoi, genre. Une société où personne n'est laissé de côté, personne n'est obligé de souffrir des inégalités, en silence des inégalités. Enfin, qu'on puisse justement tous construire une société avec les valeurs françaises aussi, liberté, égalité, fraternité, mais vraiment, quoi, dans les faits. Du coup, moi, j'espère une société comme ça pour le pays et pour les gens du pays. Non, mais moi, le conseil que j'ai pour la génération future, c'est d'avoir déjà de l'ambition. Il faut pas rester sur nos acquis, il faut pas avoir la tête baissée et se dire que voilà, c'est finito. Non, pour de vrai, il faut avoir des ambitions, des projets, l'envie vraiment de vouloir avancer. Si on n'a pas l'envie, de toute façon, on n'ira nulle part. Si on le dit sans le penser, les actions ne vont pas suivre. Donc pensez-le fortement, que vous avez envie de faire bouger les choses, que vous avez envie d'un avenir meilleur, et forcément ça suivra si l'envie est dans la tête de chacun.